Après avoir abordé dans les précédentes vidéos les grands axes de votre programme autour de la croissance des marchés d'assurance, des réformes de gouvernance, vous poursuivez aujourd'hui avec trois piliers profondément tournés vers l'avenir, la transformation digitale, la transition des talents et puis bien sûr la régulation. Comment aider les compagnies d'assurance à s'adapter, à se réinventer, à préparer l'industrie africaine aux défis de demain et puis bien sûr comment faire de la régulation un allié de croissance et d'innovation. C'est l'objectif aujourd'hui des piliers 3, 4 et 5 que nous allons aborder ensemble. Alors commençons par le pilier 3, la question du digital. Vous proposez aujourd'hui que la FANAF devienne un catalyseur de l'innovation technologique. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, la FANAF, un catalyseur de l'innovation technologique et de l'innovation aussi digitale, ça veut dire beaucoup de choses. Vous savez, au moment du Covid, beaucoup de compagnies d'assurance étaient dans des processus de transformation, essentiellement digitale. Et l'expérience du Covid a montré que, effectivement, la façon dont ces chantiers avaient été ouverts n'était pas forcément adapté à l'environnement des marchés. L'exemple que je donne le plus souvent, c'est que, vous voyez, le processus de souscription automobile avait été plus ou moins digitalisé à travers des applications mobiles. Mais ce qui s'est passé, c'est que quand il a fallu délivrer ces attestations, on se dit tout de suite que les chantiers qui avaient été ouverts ça et là par plusieurs compagnies d'assurance, finalement ne fonctionnaient pas parce qu'il fallait prendre peut-être, il fallait se déplacer physiquement sur le client pour aller lui remettre son attestation. Alors, donc, du coup, le chantier, le diagnostic que nous faisons maintenant, c'est de dire que on doit avoir à la fois de l'innovation technologique au niveau des marchés, mais aussi on doit avoir de l'innovation technologique au sein des compagnies d'assurance. Alors, l'histoire des marchés, c'est nouveau. Pourquoi? Parce que l'expérience ivoirienne a montré que les écosystèmes des marchés sont un complément, indispensable aux chantiers, en tout cas sur le digital, qui sont ouverts par les compagnies d'assurance ça et là, qu'on soit en assurance santé ou bien qu'on soit en assurance automobile. Et donc, l'idée, c'est que la FANAF puisse véritablement faire en sorte que dans le cadre de la mutualisation des expériences, nous puissions arriver à mettre à la disposition des compagnies d'assurance les meilleures expériences possibles en la matière et mettre à la disposition des marchés les meilleures expériences possibles en la matière. Il faut retenir que maintenant, on n'a plus une offre d'assurance qui est indépendante de la technologie. La technologie fait partie aujourd'hui intégrante de l'offre d'assurance. Si nous voulons un secteur des assurances qui soit véritablement à la hauteur des défis de croissance que nous avons, il est évident que nos offres, dès la base, doivent être structurées de façon à intégrer la technologie comme une composante essentielle, aussi bien dans le cadre des interactions avec le client, dans le cadre des interactions avec nos réseaux de distribution, mais aussi dans le cadre des prises en charge des sinistres. C'est en cela que la FANAF, de ce point de vue-là, devrait faire en sorte que les échanges entre les marchés les plus avancés, les marchés qui sont peut-être moins avancés, qu'on puisse travailler dans une logique de mutualisation pour que, évidemment, la technologie devienne définitivement, comme on le souhaite, partie intégrante de l'offre d'assurance. Donc, il vient soutenir cette offre-là et lui donner, évidemment, les leviers nécessaires pour capter à la fois les clients, mais faire de l'opération d'assurance une opération de plaisir pour nos clients. Alors je vous suis dans cette dynamique, mais s'il y a bien un mot qui définit aujourd'hui le secteur des assurances, c'est celui de la prudence. Alors comment l'emmener dans cette dynamique continue d'innovation? Ah, mais c'est de oser, c'est de oser. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Vu qu'aujourd'hui, notre environnement se transforme, les clients ont de nouvelles attentes, les clients sont habitués à des secteurs qui sont beaucoup plus réactifs en termes de services clients. Il est évident que le secteur des assurances ne peut pas rester en marge. Et donc, si nous voulons aller à un niveau d'impact assez fort en ce qui concerne l'opération d'assurance, il est évident qu'on n'a pas le choix. Il faut tout de suite plonger dans la digitalisation de nos principaux processus, mais aussi surtout faire en sorte que les marchés aussi puissent s'organiser pour mettre en place l'écosystème de travail indispensable aux solutions digitales qui sont plus ou moins développées par la compagnie d'assurance. Alors, des nouveaux axes comme l'intelligence artificielle, c'est des choses que qu'on doit intégrer justement dans ces nouveaux fonctionnements pour automatiser les processus, détecter les fraudes, par exemple. Oui, bien sûr. Les nouveaux axes comme l'intelligence artificielle sont aussi d'un complément indispensable au développement des offres d'assurance. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que nous n'avons pas aujourd'hui, les compagnies d'assurance prises individuellement n'ont pas suffisamment de données pour créer des algorithmes d'intelligence artificielle qui soient suffisamment, je dirais, à la fois robustes, mais crédibles en ce qui concerne les conclusions que ces algorithmes sont censés donner. Mais par contre,
si nous travaillons à la digitalisation, à l'interconnexion des écosystèmes de marché, par exemple, nous arrivons à développer des données agrégées à l'échelle de tout le marché, lesquelles données agrégées, nous, vont constituer un actif stratégique pour les compagnies d'assurance. Et ces actifs stratégiques-là qui donnent un peu, je dirais, en termes de comportement, comment les clients vivent l'opération d'assurance. Donc ces données agrégées-là pourront servir à alimenter les algorithmes d'intelligence artificielle générative, par exemple, dans les compagnies d'assurance pour qu'elles-mêmes puissent avoir des interfaces d'intelligence artificielle qui donnent des résultats assez probants, conformes au comportement des clients. Donc, c'est deux choses qui sont quand même liées. C'est-à-dire, l'idée, c'est d'aider une compagnie qui commence, une compagnie qui est assez modeste, et nos compagnies sont quand même relativement de taille modeste, on n'a pas suffisamment de données pour pouvoir peut-être bénéficier d'une intelligence artificielle qui donne les prédictions nécessaires. Mais par contre, si nous travaillons à l'interconnexion des marchés, à faire en sorte que sur les branches que nous appelons les branches populaires, l'assurance maladie, l'assurance santé, voilà, et puis l'assurance automobile, y compris la micro-assurance, on peut effectivement avoir des données stratégies qui pourront servir aux compagnies d'assurance pour encore faire beaucoup plus de digitalisation, beaucoup plus d'intelligence artificielle. Et il faut faire quoi? Il faut aller chercher des startups, des jeunes entreprises qui sont spécialistes dans ces domaines pour accompagner cette transition? Alors, pour accompagner cette transition, ce que nous proposons aussi, c'est qu'en parallèle, la FANAF puisse travailler à ce que l'innovation, dans le cadre d'une compétition que la FANAF pourrait organiser entre les différentes startups, l'innovation puisse continuer à donner des solutions aux compagnies d'assurance. Et c'est cela que nous voulons évidemment développer des labs insurtech où la FANAF pourrait mettre à la disposition de certains marchés ou bien des marchés, des laboratoires où on pourrait venir faire de l'incubation pour que voilà, on puisse faire monter en émergence des solutions d'assurance digitale qui vont servir aux compagnies d'assurance. Donc, encore une fois, nous pensons que la technologie, c'est vraiment le futur de l'assurance. Ça a toujours été le cas en termes de projets, machin, mais aujourd'hui, plus que jamais, vu la façon dont la société évolue, il faut que le secteur des assurances rattrape son retard. Et la FANAF doit jouer le rôle de catalyseur en la matière. Et donc ce pilier, vous le voyez vraiment comme, c'est pas seulement un vœu pieux, il repose sur des instruments concrets aujourd'hui. Alors, il repose sur des instruments concrets dans la mesure où certaines expériences sur certains marchés, notamment en Côte d'Ivoire, quand vous regardez la digitalisation des assurances automobiles que nous avons présenté comme étant le premier pilier de la modernisation de l'assurance automobile, évidemment, on a tout de suite vu le caractère structurant de cette réforme et ce que ça a pu apporter en termes de contrôle, en termes de lutte contre la non-assurance, mais aussi dans les volets suivants qui vont suivre dans le cadre de nos projets à l'ASACI. Vous verrez que ça devient un levier d'accélération de la cadence des règlements des sinistres et au-delà de tout de la satisfaction client. L'autre pilier, le pilier 4 qu'on va aborder maintenant, est consacré à une nouvelle génération de leaders, ce que vous appelez des talents. Vous en parlez beaucoup dans votre programme. Pourquoi est-ce que vous en faites particulièrement un pilier stratégique aujourd'hui? Alors Pierre, si on se rappelle bien le premier pilier, le pilier 2, qui était le pilier relatif à la croissance, où nous avons proposé d'activer de nouveaux moteurs de croissance, il est évident que les éléments de soutien à cette activation-là, à ce chantier de nouveaux moteurs de croissance-là, il y a d'abord la digitalisation, mais aussi il y a les talents. Et il y a les talents. Donc la digitalisation, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le pilier 3. L'autre pilier qui vient soutenir nos activités de recherche de nouveaux moteurs de croissance, ce sont les talents. Vous voyez aujourd'hui, avec l'évolution je dirais, de notre environnement, avec une population de plus en plus jeune et connectée, nous avons besoin aussi que les talents que nous avons aujourd'hui, qui peuvent être d'une certaine génération comme moi par exemple, ne sont pas nés dans la technologie, mais ont appris la technologie pendant leur vie. Évidemment, il est question que cette frange de nos salariés, de nos talents, puisse rentrer dans une phase de transition pour être véritablement arrimés aux nouveaux enjeux de la technologie. Et à côté de ça aussi, nous devons travailler pour que dans les écoles de formation, comme on l'a dit, la technologie n'est plus une composante à isoler de l'assurance, la technologie doit faire partie déjà de l'assurance. Et donc, du coup, il est évident qu'on doit aussi aller vers nos écoles de formation pour demander que le programme soit réaménagé, que l'assurance rime définitivement avec la technologie. Donc, c'est là que nous parlons de transition des talents. Transition des talents pour les talents qui sont déjà là, qui doivent passer en transition, mais transition des talents pour que les écoles de formation aussi puissent rentrer en transition pour, évidemment, en réforme en profondeur
pour pouvoir donner voilà, des cadres à la mesure des défis que pose la technologie. Le pilier 4 de votre programme est consacré à une nouvelle génération de leaders. Vous en parlez beaucoup de ces talents. Pourquoi choisir d'en faire un pilier stratégique aujourd'hui? Alors, Pierre, si on se rappelle bien, le pilier 2 de ce plan stratégique, c'est de créer de nouveaux moteurs de croissance. De nouveaux moteurs de croissance dans un environnement qui change et qui est en profonde mutation, fortement impacté par la technologie. Et donc, au niveau de la technologie, nous avons deux aspects. Nous avons le pilier 3, qui est dit il faut vraiment travailler à renforcer la digitalisation de nos opérations. Et vous avez un autre pilier qui sont les talents. Nous pensons que, évidemment, le renouveau de l'assurance ne se fera pas sans les talents. On a beau parler de technologie, il faut aussi des talents qui soient adaptés à ce nouvel environnement de la technologie. Et donc, c'est cela que le pilier 4 que nous proposons est vraiment positionné comme étant un élément essentiel. Et c'est cela que nous pensons que la FANAF devrait travailler dans le cadre de cette transition des talents, aussi bien les talents qui sont déjà en fonction, qui appartiennent à certaines générations, peut-être pas très à l'aise avec la technologie, mais il faut leur assurer une certaine transition pour la prise en main des compétences technologiques. Mais aussi, il faut travailler déjà à la pépinière dans les écoles de formation pour que voilà, le contenu de formation soit adapté dans la mesure où, je le dis toujours, la technologie n'est plus à être isolée de l'assurance. La technologie devrait faire partie de l'assurance, de l'offre d'assurance, ce qui veut dire que dans les écoles de formation, tout de suite, on doit avoir une composante en ce qui concerne la technologie et sur tous les aspects, en ce qui concerne la distribution, la gestion opérationnelle, technique et tout ça, aussi en ce qui concerne les interactions avec les clients. Donc pour nous, évidemment, de ce point de vue-là, la question de la technologie devient un élément essentiel, un pilier essentiel de la réalisation du plan, mais aussi de la réalisation de la promesse de croissance que nous faisons dans le cadre de cette candidature à la FANAF. Il est aussi important pour vous de transformer le leadership en intégrant des notions comme celle du genre dans les politiques de nomination dans les instances. Évidemment, dans la mise à niveau des talents, il y a aussi ce volet un peu plus ou moins sociologique aussi dont il faut tenir compte, puisque plusieurs expériences, plusieurs statistiques ont montré aussi que lorsqu'on a plus ou moins la parité genre dans les organisations, aussi bien dans le conseil d'administration, mais aussi dans les départements de direction générale, CEO et autres, on arrive à avoir beaucoup plus de résultats, on arrive à plus ou moins impacter davantage le secteur et les clients. Donc, on ne peut pas faire l'économie de ce sujet. Pour nous, c'est aussi un sujet important. Autant on travaille sur la transition des talents, autant la FANAF devrait travailler à promouvoir des règles de promotion qui puissent respecter la parité genre et faire en sorte qu'on puisse avoir beaucoup plus de diversité aussi dans nos équipes managériales. C'est un point aussi pour nous, en ce qui concerne le capital humain, c'est un point essentiel qu'il faudrait peut-être prendre en compte aussi. Et quand vous parlez justement de ce capital humain, dans ce programme, il y a une notion qui revient et qui frappe. Vous parlez de la création d'un référentiel panafricain de compétences pour harmoniser aujourd'hui les standards en ressources humaines. Expliquez-moi ce volet. Oui, mais je pense que tu as donné une partie de la réponse dans la question. Harmoniser les standards. Harmoniser les standards, c'est d'abord faire en sorte que la FANAF puisse travailler pour que les échanges d'expériences, les solutions collectives entre les différents marchés puissent servir, je dirais le continent puisse servir l'industrie africaine des assurances. Évidemment, cela va aussi avec une forme d'harmonisation des compétences. C'est en cela que nous préconisons qu'on puisse avoir ces référentiels de compétences panafricains qui va nous permettre de faciliter la mobilité de nos cadres d'un marché à l'autre et surtout de faire en sorte que ce que nous appelons de tous nos voeux, que ces échanges d'expériences puissent se faire beaucoup plus facilement pour qu'on puisse avoir des solutions mutualisées à la disposition des marchés. Mais ça aussi, c'est cette harmonisation voilà, du référentiel à travers le référentiel des compétences panafricains, mais qui, à la base déjà, va travailler pour que les écoles de formation puissent adapter le contenu de leur formation. Et en ce moment-là, on va créer, aussi bien en termes de transmission des solutions, mais aussi en termes de migration ou bien de mouvement des cadres, on va créer cet espace intégré au niveau du secteur des assurances et faire en sorte que voilà, les marchés puissent avancer au même rythme pour un renouveau véritable de l'assurance africaine qui sert les économies africaines.
Donc cette mobilité-là, aujourd'hui, elle est handicapée d'un pays à l'autre ou d'une région à l'autre? Oui, bon, il y a quelques pays où ça peut marcher parce qu'on a quelques écoles régionales, même si on pense que ces écoles régionales, le contenu de formation devrait être revu, mais cette mobilité elle peut être freinée aujourd'hui par rapport à la vision qu'on peut avoir de l'industrie en ce qui concerne son aspect intégré. Vous avez aujourd'hui, on a des écoles régionales, mais la plupart de ces écoles régionales, en tout cas de mon point de vue, sont en perte de vitesse, dans la mesure où on voit que dans les différents États, il y a des écoles nationales d'assurance, d'actuariat, qui se développent sans qu'on puisse avoir une harmonisation d'une école à l'autre ou d'un pays à l'autre. Et justement, vous parlez d'école, de formation. C'est important pour vous aujourd'hui de repenser cette formation, vous venez de le dire, et de fidéliser les jeunes talents. Pourquoi miser justement sur cette jeune génération et pas sur toutes ces personnes qui sont déjà dans le secteur des assurances et qui maîtrisent ce domaine? Pourquoi on Alors, mise sur les c'est jeunes? pour ça que je parle de transition. Transition a deux volets, hein. Le premier levier le premier élément de la transition, c'est de faire en sorte que ceux qui sont dans nos exploitations aujourd'hui, qui ne sont pas peut-être très à l'aise avec la technologie, ou qui voient les choses aller très vite, ou bien qui leur reviennent très vite, donc ils doivent réagir beaucoup plus rapidement. Nous devrons mettre des processus de transition pour ces personnes-là, pour qu'elles se transforment. Et vous savez, la transformation, ce n'est pas seulement que le secteur de l'industrie aussi, hein, c'est aussi les gens qui l'animent. C'est pour ça qu'on parle de placer la FANAF au cœur de la transition des talents. Et donc forcément, il y a un travail à faire à ce niveau pour que les personnes qui sont là puissent se former ou puissent rentrer dans des mécanismes de transition qui leur permettent vraiment de se mettre au diapason de la nouvelle façon de faire les choses. Et l'autre élément maintenant, l'autre transition, ça concerne les écoles, mais aussi surtout faire en sorte que les talents qui en sortent là puissent être attirés par le secteur des assurances. Ça aussi, c'est un point important pour nous. Nous devons attirer les talents qui sortent des écoles. Ça voudrait dire que nous-mêmes, on s'est aussi organisé, le référentiel des compétences panafricaines en fait partie. Nous-mêmes aussi, on est une industrie qui est proactive, qui est orientée vers l'innovation et ce qui va attirer les talents qui veulent voir de nouvelles choses chaque jour. Alors, si vous êtes une industrie comme le secteur des assurances depuis il y a quelques années, était un secteur très conservateur qui avait du mal à faire ça mieux. Aujourd'hui, nous voyons un secteur des assurances qui veut se repositionner autrement. Et évidemment, c'est la meilleure option pour nous à prendre pour pouvoir attirer les talents, puisque les jeunes talents aujourd'hui ont besoin vraiment de vivre des choses nouvelles et de changer. Et ça aussi, il faut que le secteur des assurances soit prêt pour ça. Donc, si on résume, le rôle de la FANAF aujourd'hui, ce serait presque un acteur RH de référence. Alors, un acteur RH de référence, je n'irai pas jusque-là, mais je dirais que la FANAF doit travailler à créer, je dirais, les leviers nécessaires, tant dans les écoles de formation, mais aussi dans les exploitations des différentes compagnies d'assurance, au-delà de tout, dans les structures RH, ou les structures en charge du capital humain dans les différentes sociétés pour promouvoir ce type de solutions. Et ça voudrait dire que la FANAF appuie elle-même mis ensemble ces solutions-là pour les partager avec les compagnies d'assurance, notamment les directions des ressources humaines, mais aussi les écoles de formation. Alors, il y a donc ce cinquième pilier qui vient dans votre programme, qui est consacré à la régulation. La régulation, c'est souvent perçu comme mécanique, technique, c'est parfois redouté, on raconte mal. Et dans votre plan stratégique aujourd'hui, ça devient un pilier à part entière, presque un levier, un cadre de confiance et peut-être même une condition de réussite pour l'avenir du secteur. Après la gouvernance, la croissance, la digitalisation et les talents, donc vous choisissez donc comme cinquième pilier la régulation. Pourquoi il est essentiel, selon vous, de lui donner cette place spécifique aujourd'hui? La régulation est essentielle, comme tu le dis, mais la régulation est fondamentale. Après, nous, ce que nous voudrions peut-être à partir de ce chantier, de ce plan stratégique, c'est de faire en sorte que la régulation devienne un allié du secteur, que la régulation et le secteur travaillent ensemble pour le meilleur de l'assurance africaine. Nous voulons toujours une régulation, et on est tous d'accord, qui protège les assurés et bénéficiaires des contrats, mais nous voulons en même temps une régulation qui ne touche pas les compagnies d'assurance. Et donc c'est cet équilibrisme-là, cet équilibre-là qu'il faut trouver, et c'est en cela que nous sommes très engagés là-dessus, pour que les régulateurs et le secteur des assurances puissent définir les bons leviers pour une régulation qui soit souple, une régulation qui favorise la croissance, qui favorise l'innovation. Évidemment, assureurs et régulateurs, on s'entend bien qu'au-delà de tout, nous devrons mieux servir les assurés et bénéficiaires des contrats. Donc, c'est dans cette logique de collaboration que nous voudrions être.
Et de la même façon, nous pensons que le secteur des assurances doit se réformer. Cette réforme-là, évidemment, ne peut pas aller sans la régulation. Donc, si par exemple, nous avons beaucoup plus de processus digitaux dans nos organisations et que finalement, il n'y a plus de documents papier, il est tout à fait évident que le régulateur, la régulation elle-même, devrait s'adapter pour qu'on puisse avoir en son sein des compétences qui soient aussi à même de contrôler ce type d'organisation. Donc, vous voyez qu'on ne peut pas évoluer sans la régulation. Et la régulation, nous devons travailler pour en faire un partenaire d'innovation, un partenaire de croissance, un partenaire je dirais, de meilleure qualité de service dans le cadre de nos exploitations. Vous dites que ce sont perçus comme trop techniques ou réservés à une tranche d'experts. Quelle perception vous voulez qu'on ait aujourd'hui donc de la régulation? Alors nous voulons que la FANAF elle-même aussi puisse comprendre aussi les grands leviers, les grandes structurations de la régulation et comment la régulation elle-même se déploie et comment elle se consomme. Et donc du coup, c'est pour ça que quand vous revenez au pilier 1 qui est de transformer la FANAF, nous avons spécialement consacré un pôle à la régulation, à la réglementation, pour que la FANAF elle-même puisse aussi faire ses propres études en matière de régulation, en matière de réglementation, et être en mesure aussi de discuter avec l'autorité sur ce que nous pensons en termes d'industrie devrait être la régulation des demain. Et forcément, il y a une régulation des demain. S'il y a une assurance des demain, et on est tous convaincus que voilà, les assureurs doivent se transformer, forcément, il y aura une régulation des demain. Et cette régulation des demain, nous avons besoin de nos régulateurs dans le cadre d'un dialogue structuré, un dialogue avec le même objectif qui est de dire quelle est la meilleure façon de servir nos clients et comment faire en sorte que l'opération d'assurance devienne une opération de plaisir. Mais au-delà de tout aussi, il y a un point important. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, la régulation, elle devrait se déployer sans pour autant étouffer les compagnies d'assurance parce que sinon, on va arriver à tuer l'entrepreneuriat local dans le secteur des assurances. Donc, on devrait faire en sorte que la régulation, avec tous ces volets liés à l'innovation, ces volets liés aussi à un certain nombre de principes de pragmatisme dans l'approche et dans le déploiement des solutions de régulation, qu'on puisse aussi quelque part faire en sorte qu'au-delà de tout, l'assureur est protégé, mais que la compagnie d'assurance puisse continuer aussi à délivrer ses activités, mais aussi à délivrer de la valeur pour ses actionnaires. Et sans cela, qu'on pourra avoir un secteur des assurances africaines véritablement souverain dans la mesure où nos compatriotes vont investir dans le secteur de l'assurance parce qu'ils savent plus ou moins que c'est un secteur qui est régulé, mais c'est un secteur aussi où on peut faire de la création de valeur lorsqu'on y investit. Et ça, c'est un point important. Si nous n'avons pas des entrepreneurs panafricains ou bien africains qui investissent dans le secteur des assurances parce que c'est assez compliqué, parce qu'ils ne comprennent pas la régulation, ou bien peut-être la régulation n'est pas adaptée à leur activité, en tout cas dans la façon dont ils veulent déployer cette activité, notamment avec beaucoup plus de digital, évidemment, ça va être difficile d'avoir ce secteur des assurances africaines que nous recherchons de tous nos faits. Alors, vous proposez aujourd'hui de promouvoir la co-régulation et puis d'ouvrir une grande consultation des marchés à partir de mai 2026 dans le cadre de la relecture du traité CIMA. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui comme résultat concret de cette méthode concertée que vous opposez à une régulation imposée d'en haut? Alors, je ne dirais pas une régulation imposée d'en haut, mais je dirais simplement que, vous savez, quand je prends les pays de la CIMA, nous sommes régulés à travers un traité, et son annexe unique, code unique des assurances, un traité qu'on appelle le traité CIMA. Ce traité CIMA a été adopté en 1992, à la sortie d'un vaste programme de réforme du secteur financier dans les pays de la zone franc. Aujourd'hui, la question qu'on se pose avec l'environnement et puis avec les chantiers que nous voudrions ouvrir pour faire du secteur des assurances un secteur qui est arrivé aux besoins de la société, il est évident qu'il y a certains aspects de cette régulation-là qui doivent être revus. Et à juste titre d'ailleurs, il faut le saluer, les autorités de la CIMA ont engagé une réforme de ce traité. Nous, ce que nous voudrions, c'est que cette réforme-là puisse rentrer dans le cadre d'une consultation populaire pour que toutes les expertises soient mises à contribution, d'où qu'elles soient, pour qu'on puisse arriver à une nouvelle configuration de ce traité-là qui soit véritablement adaptée. Et dans ce cadre-là, nous privilégions dans la conduite des opérations d'assurance, mais aussi dans les aspects de régulation, qu'on puisse avoir cette confiance mutuelle-là entre les marchés et le régulateur pour que les marchés puissent servir de premier levier de régulation entre les compagnies d'assurance
pour que voilà, certains aspects soient gérés directement et qu'à la fin, le régulateur vienne peut-être sur les aspects plus ou moins résiduels pour peut-être réguler. Mais je pense que si on est dans une logique de collaboration, le régulateur aura moins de tâches à faire. Enfin, si on est dans une logique de co-régulation, je dirais comme ça, le régulateur aura moins de tâches à faire dans la mesure où les compagnies d'assurance vont structurer le marché, les associations nationales avec l'appui de la FANAF vont structurer le marché pour que le cadre de collaboration soit transparent pour tout le monde, y compris pour les clients. En ce moment, le régulateur pourra, avec des processus digitaux, pourra beaucoup plus faire son travail, je dirais facilement. Donc, ce point il est important pour nous, puisque nous-mêmes, ayant eu un profil de régulateur, à un moment donné, une expérience de régulateur au niveau de la CIMA, on sait plus ou moins, en termes de gouvernance équilibrée, quel type de régulation il faut promouvoir pour que le secteur des assurances puisse continuer à se développer et que les assurés soient satisfaits, mais aussi que ceux qui ont investi au niveau du secteur des assurances soient satisfaits de leur investissement. Et la co-régulation, elle peut marcher avec les contraintes des marchés locaux? Alors, la co-régulation, si vous voulez, c'est un concept, mais qui ne veut pas dire qu'on dépouille le régulateur de ses prérogatives. La co-régulation, ça veut dire que, bon, voilà, que le marché dise au régulateur, nous avons la possibilité de nous organiser de façon très efficace. Il y a un certain nombre de sujets, peut-être accompagner-nous pour que ce type d'organisation puisse se mettre en place. Par exemple, quand je parle des écosystèmes de marché, quand je parle peut-être de certaines branches d'assurance où, par exemple, l'assurance santé, si on ne fait pas les réformes en profondeur pour interconnecter les différentes parties prenantes, on ne serait pas en mesure de s'en sortir. Que le régulateur puisse accompagner ce type de transformation pour qu'à la fin, on puisse avoir les outils d'autocontrôle au sein des marchés avant même que le régulateur n'arrive. Donc, c'est peut-être ça. Donc, quand je dis co-régulation, ce n'est pas le dépouiller le régulateur de ses prérogatives, mais c'est surtout lui permettre de faire son travail dans de très bonnes conditions, étant entendu que la compagnie d'assurance elle-même se serait organisée pour que leur environnement de travail soit beaucoup plus transparent et que là où il y a le dysfonctionnement, que ces dysfonctionnements soient tout de suite constatés et que le marché puisse prendre des mesures pour pouvoir y mettre fin. Alors, il faut aujourd'hui qu'on arrive à faire en sorte qu'une régulation efficace épouse les mutations du marché. Exactement. Exactement. Mais c'est ça, quand vous prenez même la police aujourd'hui, vous voyez, quand nous avons mis les attestations digitales en circulation, si la police nous disait, écoutez, moi, vous digitalisez, ça c'est votre problème. Tant que je ne vois pas l'attestation papier, je considère que le véhicule n'est pas assuré. Vous voyez que là, à ce moment-là, le marché aura du mal à se développer. Alors, quand la police en Côte d'Ivoire dit, vous digitalisez, mais nous, ça nous fait plaisir. Ça va nous permettre de faire plus facilement notre travail et de s'assurer que les gens qui sont assurés là, ils sont véritablement assurés. Donc la police nous accompagne, ils intègrent nos projets de transformation et puis à la fin, quand nous sortons une solution, la police elle-même elle est fière parce qu'elle fait beaucoup plus facilement son travail et mieux, les officiers, les sous-officiers de police arrivent aussi à se présenter comme étant des acteurs du changement, comme des acteurs aussi digitaux, alors que le métier pouvait être vu à un moment donné comme étant un métier assez conservateur. Donc nous avons eu en Côte d'Ivoire que la police est véritablement engagée dans ce dispositif. Donc la police qui est en charge du contrôle des attestations d'assurance automobile, vous voyez qu'elle s'est tout de suite ouverte au changement, ce qui nous a permis d'avoir ce que nous avons aujourd'hui et tout le monde est content. La police est contente, la gendarmerie est contente, les assurés sont contents, les assureurs sont contents et évidemment la prise en charge des sinistres là, se passe beaucoup plus facilement puisque la question de la preuve du contrat est plus ou moins réglée. Et comment on évolue sur les exigences de recapitalisation et de solvabilité sur les contrôles sur place, à travers notamment le Regulatory Sandbox qui est porté par la FANAF? Alors, si vous voulez, sur ce point en particulier, nous pensons que le chantier il est vaste. Autant on veut réformer l'exploitation des compagnies d'assurance ou bien aider à travers la FANAF les compagnies d'assurance à revoir, à redimensionner leurs exploitations avec la digitalisation. Il est évident que, comme on l'a dit, la régulation dans son volet de déploiement, de contrôle, je suis sur pièce, devrait s'adapter parce qu'on serait beaucoup plus en mesure de faire des contrôles où on parle le même langage, les informations sont disponibles et là, de ce point de vue, on peut valablement travailler sur les délais de contrôle, notamment les délais d'arrivée des inspecteurs dans les organisations. Et on soit mieux aussi ciblé
les informations qui doivent être préparées à la disposition de ces inspecteurs, ce qu'on appelle le commissaire contrôleur par exemple. Donc pour nous, évidemment, la transformation que nous demandons, elle va venir forcément avec aussi une autre façon de travailler de la part des régulateurs, évidemment, dans le cadre des discussions que nous pourrions avoir. Et je pense que les régulateurs aussi sont ouverts à ce type de transformation. L'autre élément, c'est la récapitalisation. Vous voyez, aujourd'hui, on pense qu'avec la digitalisation, il y aura moins de risques en termes de solvabilité et que, évidemment, on devrait faire en sorte que les questions de récapitalisation soient adaptées aux risques que les compagnies d'assurance encourent et de sortir des volets plus ou moins forfaitaires de capital qui s'appliquent sans pour autant que quelque part ça puisse servir à pas immobiliser et puis créer peut-être, je dirais, de l'immobilisation des capitaux, créer moins de rentabilité pour l'actionnaire. On pense que les questions de récapitalisation doivent rentrer dans un processus d'adaptabilité et ce que nous appelons l'approche par les risques pour éviter de faire de l'accumulation sans pour autant qu'il y ait des opérations de risque en face. Donc c'est là que nous devons travailler pour que toutes ces réformes-là, évidemment bien sûr en tenant compte des principes généraux de régulation, qu'on puisse travailler pour adapter ça à notre contexte. Alors, Monsieur Mamadou Koné, nous arrivons au terme de la présentation de ces 5 grands piliers qui constituent votre axe stratégique sur cette vision que vous voulez porter à la tête de la FANAF en 2026-2032. Quel message vous voulez porter aujourd'hui aux acteurs du secteur? Et puis surtout, qu'est-ce que vous attendez d'eux aussi dans l'implémentation de cette vision que vous venez de proposer? Merci beaucoup Pierre pour cette question conclusive. Vous savez, ça fait quelques années que nous travaillons quand même sur ce que devrait être l'assurance africaine des délais au regard de l'évolution de notre société, mais aussi au regard de l'évolution du continent africain. Nous avons posé un diagnostic qui nous a permis d'avoir une vision, une FANAF réinventée, moteur de croissance, d'innovation et de transformation de l'assurance africaine. À partir de là, nous avons élaboré un plan stratégique sur 5 piliers. Les piliers de la transformation de la FANAF dans son outil opérationnel, les piliers de nouveaux relais de croissance qui est les piliers 2, les piliers 3 qui a déplacé la FANAF en catalyseur de la transformation digitale, et puis le pilier 4, positionner la FANAF en acteur de la transition des talents, et ensuite le pilier 5 avec une régulation qui soit une régulation qui accompagne la croissance, qui accompagne l'innovation. Nous pensons que les questions, les défis que nous avons aujourd'hui, on ne peut plus attendre. L'immobilisme, la passivité n'est plus une option. Nous devons prendre des décisions fortes autour de ce type de plan qui part de chantiers concrets à explorer, évidemment, à mettre à jour après l'élection si nous sommes élus, mais surtout à explorer pour que l'assurance des délais puisse répondre, évidemment, aux besoins que nous avons, tant au niveau de nos populations, mais aussi au niveau de nos pouvoirs publics. Donc, ce que je demande aux collègues, c'est vraiment de se rallier autour de ce plan, de se rallier autour de cette vision pour que nous arrivons à la sortie de ces assises-là, d'avoir un secteur des assurances fort, à même d'attirer les talents, mais aussi à même de créer beaucoup plus de valeur pour nous assurer et bénéficiaires des contrats, mais aussi à même de participer efficacement au financement des économies africaines et au-delà de tout, créer de la valeur pour nos actionnaires. C'est en cela que nous pensons qu'on devrait travailler et comme je l'ai dit, l'immobilisme n'est plus une option. Il faut tout de suite prendre la décision parce qu'on ne peut plus se permettre 3 années ou 6 ans d'attente et d'immobilisme. Donc, nous sommes prêts pour pouvoir aborder ces chantiers, d'autant plus que nous ne partons pas d'une feuille blanche. Nous avons eu à explorer plus ou moins certains de ces aspects-là sur le marché ivoirien et cela a pu donner des résultats. Donc, nous demandons qu'on nous fasse confiance pour qu'on puisse mettre en œuvre ce vaste chantier-là pour le renouveau de l'assurance africaine. Pourquoi vous faire confiance à vous particulièrement et à vos équipes, Monsieur Koné? Bon, je le dis tantôt, moi je pense que grâce aussi aux différentes opportunités que j'ai pu avoir dans ma profession, j'ai pu mettre en œuvre des chantiers de réforme, tant dans les organisations d'assurance, que ça peut être les compagnies d'assurance vie, des compagnies d'assurance non vie, aussi des compagnies de réassurance, mais aussi surtout au niveau des fêtières, au niveau de la fêtière ivoirienne par exemple, où on a pu, avec un certain nombre de collègues, mis en œuvre des chantiers qui ont donné des résultats concrets. Donc ces résultats-là, je pense, militent en faveur du fait que, et ça je le dis clairement, nous sommes peut-être, notre équipe
nous sommes peut-être voilà, les équipes qu'il faut et, voilà, pour mener ce type de chantier. Nous demandons simplement qu'on nous fasse confiance parce que on sait gouverner, on sait transformer des organisations fêtières, on sait transformer des organisations d'assurance, on sait aussi avoir une vision qui équilibre à la fois la gouvernance publique, la régulation, mais aussi la gouvernance opérationnelle. C'est autant d'expériences qu'on a pu avoir dans notre carrière et c'est peut-être là aussi, on pense qu'il va être très déterminant dans la réussite de ces projets si évidemment le secteur des assurances africaines nous accorde la chance, la possibilité d'être voilà, le président de la PANAF pour les prochaines années.